10 mai 1940. La Seconde Guerre mondiale fait déjà rage depuis près d'un an. La Pologne est tombée, écrasée sous la puissance de la Wehrmacht, et l'Allemagne tourne désormais son regard vers l'Europe de l'Ouest. À l'aube, les colonnes de blindés allemandes se mettent en marche et déferlent sur le Benelux. Face à cette menace, les armées alliées se mobilisent et s'apprêtent à riposter. Mais avant de commencer à parler de l'affrontement, on revient loin en arrière pour parler de la force blindée française en 1917. La France met au point le premier char à organisation moderne, c'est-à-dire une tourelle et un compartiment pour l'équipage, contrairement aux autres chars où l'équipage est avec le moteur. Il s'agit du meilleur char de l'époque, et la France va en produire plus de 2000 exemplaires. Il s'agit évidemment du Renault FT, et il va être exporté dans le monde entier. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder directement la vidéo que j'ai réalisée dessus. Après la Première Guerre mondiale, le temps n'est plus à la militarisation des pays, mais à la reconstruction. Donc on ne développe pas de nouveaux chars. On va plutôt essayer de mettre au goût du jour le Renault FT. Sans grand succès. La France va quand même lancer un programme pour moderniser son parc blindé, car après près de 10 ans sans évolution, il est peut-être temps de faire peau neuve. Il s'agit donc du programme de chars d'accompagnement d'infanterie, aussi connu sous le programme char de 6 tonnes, qui fut lancé en 1933. Les caractéristiques sont les suivantes. Il devait faire un poids max de 6 tonnes, logique c'est dans le nom. Il devait avoir un équipage de 2 hommes. Côté blindage, on doit être aux alentours de 30 mm. Et côté armement, il doit disposer de 2 mitrailleuses. Et enfin, comme il doit accompagner l'infanterie, il doit avoir une vitesse d'environ 10 km/h. Au fur et à mesure des avancées, l'état-major va faire évoluer ce programme en faisant passer le blindage de 30 mm à 40 mm, qui par conséquence va faire évoluer son poids jusqu'à 9 tonnes. Ainsi que son armement, on passera des 2 mitrailleuses au canon. La société Hotchkiss va donc proposer un prototype en 1935 qui ne ressemble absolument pas au char final, car il s'agit d'un char où l'armement est en casemate. Il montre de nombreux défauts, comme une place exiguë pour l'équipage, l'armement en casemate, et une maniabilité en tout-terrain plus que discutable. Par contre, il est relativement rapide et relativement fiable. Plusieurs prototypes vont être conçus, qui va faire évoluer l'engin de plus en plus vers la version que nous connaissons, c'est-à-dire avec une tourelle et un canon. Il fut donc adopté par l'armée française. Enfin, l'histoire est un peu plus compliquée, car à la base, il devait accompagner l'infanterie, mais une autre compagnie va lui passer devant, le fameux R35 de chez Renault, qui est aussi peu performant que le H35. Mais comme il est prêt avant, il va donc être adopté par l'infanterie. L'histoire pourrait s'arrêter ici, mais la France est dans une situation économique où il faut donner un peu à tout le monde. On va donc en produire pour éviter la fermeture d'usines et la création de chômeurs. L'inverse de maintenant en gros. Une première commande fut passée d'environ 200 exemplaires, sauf que la question est la suivante. On en fait quoi? Car l'infanterie a déjà les R35 et n'a pas besoin d'un autre char. Eh bien c'est simple, on les refile à la cavalerie, qui doit-on l'avouer n'a pas besoin du H35, mais plutôt d'automitrailleuses de combat ou des automitrailleuses de reconnaissance. Des engins blindés rapides qui permettent de repérer les forces ennemies, mais aussi de pouvoir combattre celles-ci. Pour vous donner une ordre d'idée, la vitesse moyenne des automitrailleuses est d'environ 50 km/h, quand elles fonctionnaient, évidemment. Et nous verrons plus tard que le H35 ne possède pas une vitesse aussi importante. Le H35 fut produit en 2 versions, la version de base, le H35, et une version améliorée, le H39, pour un nombre d'environ 1200 exemplaires réunis. Retournons donc sur le terrain et suivons l'aventure d'un petit H35. Et quand je dis petit, vous allez voir qu'effectivement, il est vraiment pas très grand, car il mesure 4,22 m de long, 1,85 m de large, et enfin 2,13 m de haut. Il est à peine plus grand qu'une voiture moderne. Et comme je vous l'avais dit concernant son poids, il ne respecte pas le cahier des charges avec ses 10 tonnes, qui va monter à 12 tonnes avec le H39. Pour pouvoir se rendre en Belgique pour combattre les troupes allemandes et soulager les troupes belges, le H35 disposait d'un moteur Hotchkiss de 6 cylindres d'une puissance de 75 chevaux, qui lui permettait d'atteindre une vitesse de 27 km/h sur route et beaucoup moins en tout terrain. Il était très mauvais en tout terrain. Concernant son autonomie, on était aux alentours de 130 km, et pour la version H39, on a bien compris que la motorisation était un gros souci. Donc il dispose d'un moteur Hotchkiss de 6 cylindres d'une puissance de 120 chevaux, qui lui permettait d'atteindre une vitesse de 37 km/h, et qui avait une autonomie d'une centaine de kilomètres. Alors oui, ça consomme un peu ces bêtes-là,
et il faut être sûr d'avoir le ravitaillement nécessaire pour avancer, ce qui a fait régulièrement défaut lors de la campagne de France. Vous vous souvenez il y a 30 secondes quand je vous ai parlé des automitrailleuses de combat et de leurs 60-50 km/h sur route? Avec les H-35 et les H-39, ils se traînent un peu le cul quand même. Au final, la façon la plus rapide de se déplacer en Belgique pour nos chars, c'est le train. Après une longue route, nos chars sont enfin arrivés en Belgique. Et il est peut-être temps de vous présenter les hommes qui font vivre ce monstre d'acier. Et comme dans tous les chars français qui ont pour but d'accompagner l'infanterie, il y a seulement 2 hommes. Un pilote dans le châssis et un homme dans la tourelle, qui a pour mission de diriger le char, de viser, de tirer sur les forces ennemies, mais aussi de recharger l'arme et d'utiliser aussi l'armement secondaire. On va pas se mentir, avec autant de tâches à réaliser en plein cœur des combats, ça doit être facile de ne pas tout voir et d'être débordé. D'ailleurs, les équipages sont souvent moins réactifs que ceux des autres nations, pas à cause d'un entraînement inférieur, mais surtout à cause de la surcharge du chef de char. Avançons encore un peu dans le temps, aux alentours du 12 mai 1940, lors de la bataille de Hanut, pour le plus grand affrontement de chars de la campagne. Les H-35 vont rencontrer des chars allemands et vont résister plutôt bien, car les Panzer I et Panzer II ne pouvaient percer que l'arrière du véhicule ou encore les flancs, mais à courte portée. Les Panzer III pouvaient percer la face avant du véhicule, mais à courte portée. Le seul qui inquiétait réellement le H-35 était plutôt le Panzer IV. Mais le Panzer IV était relativement peu présent dans les forces allemandes. Il disposait d'un blindage de 40 mm sur la face avant, 35 mm sur les flancs et 30 mm sur l'arrière du véhicule. Au final, son blindage était plus que correct, même si les canons anti-chars allemands, PaK-36, pouvaient le détruire. Mais lors de cet affrontement, ok, le H-35 pouvait résister aux coups des Allemands, mais par contre, les chars allemands pouvaient aussi résister, car ils ne disposaient que d'un canon plutôt SA-18 de 37 mm, oui, exactement le même canon que sur le vénérable Renault FT. Ce canon avait une portée pratique de 400 mètres, une cadence de tir de 15 coups par minute, et pouvait percer au maximum 15 mm, qui est totalement ridicule. Au final, un canon fait seulement pour le combat contre l'infanterie. Heureusement que le H-39 existe pour remonter le niveau. Il dispose du canon plutôt SA-38 de 37 mm, qui permet de percer 30 mm à 400 mètres. Il avait une cadence de tir de 15 coups par minute. Alors oui, grâce à ce canon, il peut faire jeu égal aux chars allemands. Mais en réalité, les chars français avaient plus d'obus explosifs que d'obus anti-chars, ce qui montre bien que l'armée française le voyait plus comme un char anti-infanterie que comme un char anti-char. Pour compléter son armement anti-infanterie, il disposait aussi d'une mitrailleuse Rebelle de 7,5 mm qui avait une cadence de tir de 600 coups par minute et une portée de 800 mètres. Maintenant, je vais vous raconter un petit peu plus en détail l'histoire des H-35 et H-39. En mai 1940, ces chars équipaient plusieurs bataillons de chars de combat ainsi que certaines unités de cavalerie mécanisée. Leur mission, soutenir l'infanterie et renforcer les divisions légères, principalement dans le nord de la France et en Belgique. Dès le 10 mai, ces unités sont mises en alerte et avancent vers le front belge. Le 12 mai, lors de la bataille de Hanut, les H-35 et H-39 se heurtent à la 3e et la 4e Panzer Division allemande. C'est le premier grand affrontement de chars de la Seconde Guerre mondiale. Les H-35, ils encaissent bien les coups. Les Panzer 1 et 2 ne peuvent les percer de face et même les Panzer 3 ont du mal à courte distance. Les équipages français, souvent mal coordonnés et sans radio, se battent avec acharnement, parfois isolés, parfois en petits groupes improvisés. Mais l'absence de communication et de soutien aérien finit par peser lourd. Les pertes s'accumulent, non pas à cause d'un manque de courage, mais à cause d'un manque de cohérence tactique. Quelques jours plus tard, le 15 mai, c'est au tour de la première division cuirassée de réserve, équipée en partie de H-39, de tenter une contre-attaque à Stone. Pendant plusieurs jours, les chars français et allemands vont se disputer le même village, qui changera de main plus de 17 fois. Les H-39 y montreront leur solidité. Leur blindage résiste bien, et leur canon SA-38 de 37 mm leur permet de riposter efficacement contre les Panzers. Mais là encore, l'artillerie allemande et surtout les bombardements de la Luftwaffe vont finir par écraser les positions françaises. Stone devient le symbole du courage des équipages, mais aussi des limites du matériel et de la stratégie française. En juin 1940, les unités restantes se replient vers le sud. Les H-35 et H-39 participent encore à des combats retardateurs, notamment autour de Dunkerque, sur la Loire. Souvent, les équipages n'ont plus d'essence, plus de munitions, et sont contraints d'abandonner ou de saborder leurs chars pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des ennemis. Malgré tout, certains continuent à se battre jusqu'à l'armistice du 22 juin, parfois intégrés dans les unités de fortune composées de rescapés de plusieurs régiments. Au final, les H-35 et H-39 ont combattu partout où la France résistait encore. Ils n'étaient pas les plus rapides, ni les plus puissants,
mais ils ont tenu leur rôle jusqu'au bout, souvent dans des conditions désespérées. Des centaines seront capturées intactes par les Allemands, qui les réutiliseront ensuite sous leur couleur. Mais ça, c'est la suite de l'épisode. Il n'existe pas énormément de variantes, et les seules qui vont voir le jour sont sous les couleurs de l'Allemagne. La première variante est le Marder 1. Alors en réalité, il s'agit de plusieurs châssis qui composent la série des Marder 1. Mais en gros, après l'opération Barbarossa, les Allemands manquent de puissance de feu, et vont donc convertir des H-35 et H-39 en enlevant la tourelle, et en mettant une structure fixe avec des plaques de blindage de 15 mm et un canon PaK 40 de 75 mm, qui pouvait mettre en difficulté les chars soviétiques. Pour la deuxième version, je vais plutôt utiliser une voie robotique pour éviter d'écorcher le nom en allemand. Alors, encore une fois, on prend le plus gros défaut du H-39, sa tourelle, et ben on l'enlève. On rajoute une superstructure d'une épaisseur d'environ 10 à 20 mm, et surtout, on ajoute un obusier de 10,5 cm, qui peut envoyer des obus d'environ 15 kg, jusqu'à une portée de 10 km. Pour la troisième version, je vais utiliser la même technique que pour la deuxième, et vous donner juste son nom. Donc, pour une fois, on conserve la tourelle. Elle est certes modifiée, mais ça reste la même. Mais la grosse transformation, en fait, c'est sur le côté. Les Allemands ont rajouté 2 gros rails, et à l'intérieur, ils vont mettre des roquettes, pour augmenter sa puissance de feu. Bon voilà, on a parlé des différentes variantes, souvent faites par l'Allemagne, et du coup on va parler des utilisateurs du char. Le H-35 et le H-39 fut utilisé bien évidemment par la France, qui est le producteur original, mais après l'armistice, il fut utilisé soit par la France libre, ou par la France de Vichy. Mais un nombre important de ces véhicules vont tomber entre les mains de l'Allemagne, à la suite de l'armistice. Et au fur et à mesure de la guerre, l'Allemagne va commencer à donner ses chars à ses alliés, surtout à ceux qui ne peuvent pas produire de chars, c'est-à-dire tous ses alliés. Revenons un petit peu en arrière, 12 chars furent livrés par la France à la Turquie, qui les utilisa jusque dans les années 50. Il y aurait un ou deux H-35 qui furent utilisés par la Pologne. Bon, avec aussi peu d'exemplaires, ils n'ont pas dû avoir un impact important. Un autre pays où le H-39 n'a pas eu un impact fou, c'est Israël. Lors de la création du pays, il cherche à monter en puissance et achète pas mal de blindés. Certains sont obsolètes, d'autres non. Et c'est comme ça qu'Israël a eu en sa possession des chars français d'avant-guerre. Il fut donc utilisé pendant la guerre israélo-arabe de 48 à 49. Il a sans doute pas servi à grand chose. Pour conclure, les chars Hotchkiss devaient être le successeur du char de la victoire, mais ils sont finalement devenus les chars de la défaite. Pourtant, sur le champ de bataille, ils n'ont pas démérité. Ils ont souvent été envoyés dans des missions qui ne leur correspondaient pas du tout, et malgré tout, ils ont fait de leur mieux pour rendre hommage au pays.